Donc, alors, bonsoir, chers participants et participantes. Nous allons commencer comme on vient d'en convenir, en attendant que d'autres puissent nous rejoindre au fur et à mesure, vu le temps qui est imparti. Alors, moi, je suis le docteur Koulibaly Norbert de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Et j'ai l'honneur et le plaisir de faciliter cette discussion en collaboration avec Sarah Stratton, qui est conseillère technique senior à Health Policy Plus. Et donc, notre session qui se déroule totalement en français porte bien sûr sur la redevabilité. Alors, la redevabilité, parfois également, on appelle ça responsabilité ou responsabilisation, dépendamment de la traduction en français, mais on pourra utiliser invariablement ces deux termes. Redevabilité ou redevable envers qui, pourquoi. Il s'agit de voir comment nous allons renforcer la redevabilité pour les engagements de planification familiale. Et comme vous le savez, la responsabilité ou redevabilité reste une question d'actualité et elle est essentielle pour respecter les engagements qui ont été pris. Et cependant, on a noté que les structures de responsabilisation varient considérablement selon les pays et elles restent dans leur ensemble faibles dans la plupart de nos pays, et en particulier au niveau infranational, c'est-à-dire au niveau déconcentré. Alors, cette table ronde va nous donner l'opportunité de vraiment passer en revue un certain nombre de questions concernant cette redevabilité, dans le sens de voir comment nous pouvons la renforcer, surtout dans le cadre des engagements pour la planification familiale. Nous allons discuter quelques questions pour y aller. Par exemple, comment est-ce que nous pouvons recadrer la responsabilité? Quels sont les principaux acteurs clés et qui devraient participer à la promotion de la redevabilité au niveau des pays? Nous allons discuter de toutes ces questions, y compris, par exemple, les questions de financement et partager quelques exemples, quelques expériences dans ce sens-là. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne session et je vais passer la parole à Sarah pour l'étape suivante. Sarah, à toi. Ok, merci Norbert. Donc, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez mettre votre nom et affiliation et le pays où vous êtes aujourd'hui dans la boîte de discussion ou bien le chat. Comme ça, on va se connaître un peu. Et aussi, les attentes pour la discussion. Nous voulons vraiment avoir une opportunité de partager nos avis, nos expériences vécues avec tout le monde. Donc, nous souhaitons avoir l'opportunité aussi de vous voir pour rendre la session un peu plus intime. Donc, si vous avez la connexion, vous pouvez peut-être allumer votre caméra pendant quelques minutes. Et lorsque vous voulez dire quelque chose, il faut utiliser la fonction lever la main lorsque vous voulez contribuer. Comme dans toutes les autres séances virtuelles, c'est très important de couper le son de votre micro lorsque vous ne parlez pas, parce qu'il y a parfois beaucoup de bruit autour de nous. Et nous vous demandons aussi de limiter votre commentaire de 1 à 2 minutes afin que tout le monde puisse contribuer. Avec un groupe assez petit, peut-être que ça ne serait pas un grand problème, mais nous espérons aussi qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous joindre. Donc,
La question première, c'est celle-ci sur l'écran. Donc, aussi, si vous pouvez, je crois avec une petite groupe, on pourrait, Norbert, on pourrait demander les gens de parler. Eh bien, si vous préférez, vous pouvez mettre votre réponse dans le chat. Je pense qu'on pourrait directement demander aux gens de pouvoir se prononcer là-dessus. Ça fait aussi interactif. Oui. Donc, voilà, à vous. Monsieur Saré. Saré va se jeter à l'eau. Oui. Pour moi, la redevabilité, c'est de rendre compte d'un certain nombre de responsabilités qui nous a été confiées avec une périodicité bien précise. Et cette redevabilité-là doit tenir compte d'un certain nombre, je dirais, d'informations qui nous sont demandées. Donc, la redevabilité, pour moi, c'est, je dirais, une responsabilité à rendre compte d'un certain nombre d'informations qui nous est demandé à un partenaire éventuellement. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur ce que vous pensez de ce que signifie la redevabilité pour vous? Oui, moi, c'est Issa ici, si je peux parler. Oui. Je voulais parler un peu. Pour moi, la redevabilité, c'est en fait, ça engage une personne à payer ses dettes à un organisme ou à rendre un service à quelqu'un. Donc, ça veut dire que vous avez une dette qu'il faut forcément y retourner, en fait, soit en nature, soit en service. OK. Donc, on note dedans engagement, dette, quelle que soit la nature. Alors, autre contribution? Fidelia? OK. Donc, on peut rebondir sur ces deux contributions des collègues. Et ce que je peux dire ici, et peut-être Sarah pourra compléter par la suite, c'est vraiment la notion de rendre compte, redevabilité. Malheureusement, lorsqu'on traduit ça de l'anglais au français, ça prend plusieurs choses. Mais le contenu, c'est vraiment la notion de rendre compte. Et bien entendu, ça réfère aussi à des engagements qui ont été pris. Vous l'avez déjà mentionné, certains même ont dit une dette, ça veut dire que l'engagement équivaut à une dette, et donc il faut rendre compte de cela. Et des notions aussi sont ressorties avec la contribution de Saré, par exemple la question de la périodicité précise à laquelle on doit pouvoir fournir un certain nombre d'informations qui sont prédéfinies. Donc, merci pour vos contributions sur cette première question qui est là. On peut pousser la question plus loin et n'oubliez pas dans le chat d'écrire votre nom, votre institution et le lieu à partir duquel vous êtes connecté. Ça nous permet d'avoir ces informations sur le chat box. Alors, il y a une autre notion qu'on voudrait partager avec vous. C'est maintenant la redevabilité mutuelle. Et là, c'est une qualification qui intervient et qui va nous permettre de discuter là-dessus. Parce que tout à l'heure, quand j'ai présenté en quelque sorte les objectifs, c'est de voir comment est-ce que, parlant de la redevabilité générale, de façon générale, on peut recentrer dans le sens de vraiment de renforcer cette question pour ce qui concerne les engagements dans le domaine de la planification familiale. Alors, peut-être qu'on peut, avant de présenter la diapo, peut-être discuter là-dessus pour voir quels sont les éléments clés que vous voyez dedans. Peut-être, Sarah, on peut revenir à la diapo avant. Voilà.
Donc, j'aimerais avoir vos retours sur ce que vous pensez par vos propres mots de la redevabilité mutuelle. À vous? Comment on l'a fait? Oui. Ok, si je peux intervenir. Oui. La redevabilité mutuelle, c'est pour moi, en fait, c'est une redevabilité en fait, qui lie un peu tous les parties prenantes, en fait, y compris les gouvernements et la société civile et aussi la communauté locale. Donc, en fait, c'est un engagement qui est un peu partagé par toutes les personnes ou bien toutes les entités qui prennent part à la chose. Donc, c'est ce que je pense en fait. OK. Merci. Donc, c'est une responsabilité partagée. Je note le mot et qui, justement, inclut toutes les parties prenantes. Autre contribution sur ça? D'accord. Saré, à la suite de Mahama, c'est vrai, c'est une responsabilité partagée. On doit se rendre compte de façon mutuelle, mais chacun avec son niveau de responsabilité. Ce qui est attendu comme information d'un bénéficiaire ne sera pas la même que d'un bailleur de fonds. Donc, chacun vraiment avec son niveau de responsabilité en ce qui concerne vraiment cette question de redevabilité mutuelle. Voilà. Merci. Oui, d'accord. Alors, Fidélia, je n'arrive pas à prendre contact avec elle. Est-ce qu'elle m'entend? Le micro est fermé. Fidélia? Non, apparemment, elle n'arrive pas à nous suivre. Bon, nous allons continuer sur ça. Et effectivement, ce que vous avez dit, je pense que c'est des éléments importants et une spécificité au niveau de la redevabilité. Une première définition qui est partagée, c'est celle qui consiste en un processus par lequel vous avez deux ou plusieurs partenaires acceptent d'être tenus responsables des engagements qui se sont volontairement pris l'un vers l'autre. Donc, voilà une définition qui est également utilisée, qui est assez générique, mais qui permet de voir un peu la notion, comme vous l'avez dit, de plusieurs parties prenantes, deux ou plusieurs parties prenantes, partenaires, qui acceptent qu'ils ont des responsabilités, j'allais dire partagées, vis-à-vis d'un certain nombre d'engagements qu'ils ont pris volontairement, et ça concerne l'un envers l'autre. Ça, c'est une chose. Nous voulons partager également cette définition qui a été proposée. Saras, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ici, c'est la responsabilité, le terme était sorti, responsabilité ou redevabilité partagée ou mutuelle pour les engagements de planification familiale. Ça, c'est la définition au niveau de FPI 2020. Et ce qui est important ici, c'est que on encourage donc une approche de responsabilité mutuelle dans laquelle les gouvernements, en collaboration avec les principales parties prenantes, la société civile et tous les autres acteurs, sont tenus de respecter les engagements qu'ils ont pris. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et la société civile est galvanisée pour soutenir la mise en œuvre des plans d'action et elle est également engagée à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces engagements. Donc voilà un peu les contours de cette notion de responsabilité partagée ou mutuelle. Et deux autres éléments importants. On encourage ici les structures et les processus de responsabilité qui couvrent le cycle complet du réengagement, c'est-à-dire depuis la formulation de l'engagement, l'évaluation des engagements précédents, parce que c'est un continuum, et l'élaboration de nouveaux engagements, bien sûr la mise en œuvre avec le suivi de façon concertée, de façon inclusive
pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre de ces engagements-là. Et dans la mesure du possible, surtout lorsque cela est possible, il est important de voir ça de niveau désagrégé. Et, par exemple, l'autorité budgétaire de mise en œuvre peut prendre en compte la question au niveau déconcentré et pour prendre également la chose à ce niveau. Donc, voilà un peu quelques contours de la notion de responsabilité partagée ou mutuelle, surtout dans le domaine de la planification familiale. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions par rapport à ce niveau-là. C'était bon qu'on puisse déjà essayer de comprendre les contours de cette notion avant d'aller plus en profondeur sur les autres aspects. À vous. C'est bon? En tout cas, c'est déjà bien. En tout cas, c'est déjà bien. On peut continuer si les gens n'ont pas de questions là-dessus. C'est assez clair. OK. Alors, donc... Et oui. Norbert, aussi juste Sarah? dire que Fidelia a des problèmes avec son micro, donc lorsque je vois quelque chose d'elle dans la boîte de chat, je vais dire ça. D'accord, parfait. Ouais. Ça va nous permettre vraiment de bien communiquer. Merci bien. Alors, nous avons parlé de la redevabilité mutuelle. Nous voulons maintenant aborder certaines questions, j'allais dire plus concrètes. Et dans ce sens, on voudrait voir si l'un de vous ou vous deux, vous pouvez partager vos expériences respectives en matière de la façon dont vous avez mis en œuvre cette redevabilité mutuelle dans le sens d'un partenariat plus fort, hein, avec les gouvernements. Est-ce que vous pouvez partager vos expériences dans ce sens-là? Je ne sais pas qui veut commencer. Saré? Oui, docteur. D'accord. Donc, je vais essayer de partager l'expérience que j'ai. L'expérience que j'ai, c'est une expérience, je dirais, surtout régionale, puisque la BBF est organisée en antenne. Et au niveau de l'antenne de Bobo-Dioulasso que je couvre, nous devons, dans notre système de redevabilité, rendre compte au siège d'un certain nombre, je dirais, d'informations pour lesquelles nous recevons des financements. Donc, chaque année, nous avons un programme budget annuel à l'intérieur duquel nous avons différents projets qui sont financés soit par l'IPPF, soit par d'autres partenaires comme l'UNFPA, Médecins du Monde Espagne, en tout cas un certain nombre de partenaires. Donc, au niveau, je dirais, régional, à notre niveau, il s'agit de collecter les informations, je dirais les livrables qui entrent dans le cadre des projets que nous renseignons et de façon périodique, de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle que nous transmettons au siège et le siège à son tour se charge de faire la compilation et les transmettre aux bailleurs respectifs. Mais il nous arrive également au niveau régional d'avoir des liens directs avec des partenaires pour lesquels nous, disons, on renseigne, je dirais, ce canevas-là, puisqu'il y a des canevas qui sont mis à la disposition par chaque partenaire que nous renseignons sur la base, je dirais, des livrables qui sont demandés de façon périodique que nous transmettons. Donc, au-delà de la transmission des rapports, il y a également le système de communication également, qui est un élément important dans cette question de redevabilité. Donc, il y a des cadres de rencontres qui sont organisés également avec les partenaires qui permettent d'échanger autour de l'évolution, d'accord, du projet, de la mise en œuvre du projet.
Donc, voilà un peu, je dirais à chaud, la petite expérience que j'ai au niveau régional. D'accord. Merci bien, Saré. Alors, ça, c'est un exemple de redevabilité qui se situe à l'intérieur de votre organisation qui est l'Association burkinabé pour le bien-être familial. Nous allons élever un peu le cadre pour le rendre dans le cadre global des engagements pris dans le domaine de la planification familiale. Alors, est-ce que, Mohamed, vous avez eu une expérience dans ce domaine que vous pouvez partager en termes de redevabilité, c'est-à-dire comment vous avez rendu compte des engagements, par exemple, pris par le gouvernement et dans le sens de renforcer le partenariat entre votre structure ou avec le gouvernement ou les autres parties prenantes. Oui, bon, mais je n'ai pas une expérience assez particulière comme ça à partager ici pour le moment. Un coup de l'évolution, s'il y a des choses qui nécessiteraient à ce que j'intervienne, je le ferai. OK, merci bien. Alors, tel que ça, nous en avons parlé, vous vous souvenez que dans le cadre, par exemple, du partenariat de Ouagadougou, mais aussi de l'initiative FI 2020, les États, les gouvernements ont eu à prendre des engagements pour justement renforcer, repositionner et atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de planification familiale, c'est-à-dire pour contribuer à l'atteinte de l'objectif global qui était d'atteindre 120 millions d'utilisatrices de planification familiale d'ici fin 2020. J'ai dit ça juste pour essayer qu'on puisse discuter autour de cela. Et comment est-ce que ça a pu se faire dans vos pays respectifs? Et comment vous avez pu suivre ça, ces engagements, et voir comment les pays évoluaient, en tout cas progressaient dans la mise en œuvre de leurs engagements qui devraient contribuer à l'atteinte de cet objectif global? Qui commence? Mahamat ou Saré? Bon, Saré, je vais essayer d'intervenir. Oui. Voilà. En ce qui concerne le Burkina Faso, il faut dire que les engagements ont été traduits à travers le plan d'accélération de la planification familiale, pour lequel au niveau national, il y a un cadre de suivi. Bon, étant au niveau régional, c'est juste un certain nombre d'informations que j'ai. Mais en ce qui concerne notre structure, nous sommes engagés auprès de l'État et auprès des autres partenaires pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités pour pouvoir atteindre ces objectifs-là du partenariat de Ouagadougou. C'est notamment l'offre de services dans le domaine de la planification familiale au niveau de nos cliniques en stratégie fixe, mais également en stratégie mobile à travers des cliniques mobiles que nous avons. Et cette seconde stratégie-là est menée au sein des communautés défavorisées, mais également au sein des établissements scolaires où l'offre de services est faite. Mais il y a également des actions de création de la demande qui sont faites pour amener les populations à adhérer à la planification familiale. Et également des actions de plaidoyer également qui sont organisées et orientées vers des groupes de leaders à ce qu'ils puissent vraiment favoriser l'accès voilà, des populations aux services de planification familiale. Donc, ça, c'est voilà, les différents axes d'intervention en tant que tel. Mais c'est ça. Comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez pu aider le gouvernement ou bien travailler avec le gouvernement et les autres parties prenantes pour vous assurer que le gouvernement progresse dans la réalisation de leurs engagements, de façon, pas seulement au niveau institutionnel à votre niveau, mais de façon globale, si je prends le cas du Burkina Faso? Oui, au niveau du Burkina Faso, je pense qu'il y a le motion tracker
Oui. pour lequel la BBF, je pense, tient le lead, où il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent être traqués, qui doivent être atteints. Donc, il y a ces indicateurs-là qui sont passés en revue de façon régulière, de sorte à pouvoir s'assurer que les objectifs en matière de planification familiale sont atteints. Voilà, donc c'est un peu ces informations que j'ai, que je pourrais partager avec l'ensemble des participants. D'accord, merci bien. Et Mahamat? Oui, en fait, moi, en fait, je ne suis pas bien les informations sur le plan national parce que depuis un moment, c'est au Burkina que je suis, mais quand même avec la mairie de Ouagadougou, parce que je suis un peu impliqué dans une structure de la jeunesse. Donc, quand on est revenu du Rwanda en 2018, ils ont initié un programme voilà, de former en fait 50 jeunes dans la ville de Ouagadougou avec la mairie de Ouaga, et pour que nous puissions en fait faire le plaidoyer et que en fait les différents centres sanitaires de la ville, c'est-à-dire les sages-femmes et autres, aient disponibilisé au moins les services de base de planification familiale. Donc après, le projet n'a pas assez avancé. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une autre formation de 2 semaines comme ça, toujours au niveau de la mairie. Et après, ça s'est suspendu. Donc, il n'y a pas, en tout cas, en ce que je sache, dans la structure des jeunes où je suis, le niveau d'avancement est un peu faible, en fait. Voilà. OK. Alors, je note dans ton intervention 2 points. C'est que déjà, c'est important que vous, en tant que jeunes, vous soyez aussi impliqués dans le processus parce que ça doit être inclusif. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée, une redevabilité mutuelle. Deuxièmement, vous avez parlé justement de cette expérience de la mairie. C'est une structure, comment on dit, une collectivité territoriale qui peut également jouer un rôle important. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, qu'au niveau national, il y a ce qui est fait, mais c'est aussi important qu'au niveau déconcentré, au niveau décentralisé, surtout au niveau des collectivités de base, ils puissent également jouer leur partition dans la réalisation de l'engagement qui a été pris au niveau plus général du pays. Vous avez parlé du Motion Tracker. C'est un outil qui effectivement est développé dans ce sens-là, et ça peut aider les pays à non seulement suivre, mais de façon très participative, inclusive, les progrès que font les pays par rapport aux engagements qui ont été pris et qui engagent bien sûr toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le pays, que ce soit la société civile, y compris les jeunes, ainsi de suite. Toutes les parties prenantes qui sont concernées par les engagements qui sont pris. Donc, une chose est déjà de pouvoir mobiliser toutes ces parties au niveau national comme au niveau infranational, comme on l'a dit. Une autre question qu'il est bon de discuter rapidement avec vous, c'est la question par rapport à jusqu'à où, on veut savoir, on voudrait voir juste par rapport aux engagements pris. Et vous, en tant que, par exemple, acteur de la société civile, à quel moment vous pensez qu'il faut pas abandonner, en tout cas, ou utiliser l'effort vers la redevabilité mutuelle. Hein? Parce que, par exemple, lorsque le gouvernement, par exemple, ne s'engage pas, vous sentez que le gouvernement ne s'engage pas, donc à quel moment il faut lâcher prise, selon vous?
Ok, Norbert, nous avons perdu Saré, mais nous avons maintenant Grace qui est avec nous. Bonsoir, Grace. Bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. Oui, vous pouvez mettre votre vidéo, il n'y a pas de souci. Comme nous ne sommes pas nombreux, nous sommes en train de discuter sur notre thématique qui est la redevabilité mutuelle. Et j'étais en train de poser une question de discussion pour voir si, par exemple, Saré et dit Saré, Grace, tu as une expérience de mise en œuvre de la redevabilité pour un partenariat plus renforcé avec le gouvernement. Alors, je dirais, pour répondre à cette question, allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, tu peux y aller. Oui, on t'entend. Oui, ok. J'étais en train de dire que nous n'avons pas, ou plutôt je n'ai pas présentement une documentation sur la redevabilité des engagements du gouvernement par rapport à la planification familiale. Mais ce qui m'a plutôt poussé à choisir cette table ronde, c'est au fait par rapport au groupe de travail. Alors, dans notre pays, nous avons des groupes de travail qui sont éparpillés dans la plupart de nos provinces, déjà sur 15 provinces sur le 26 qui existent. Et donc, ils ont déjà l'approche sur le plaidoyer, l'approche AFP qu'ils utilisent pour mener le plaidoyer auprès des décideurs locaux. Mais le souci qu'on a, c'est de savoir comment les amener à être redevables par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire et aussi comment aider ces groupes sociaux à pousser leurs décideurs locaux, c'est-à-dire les partenaires ainsi que le gouvernement provincial, oui, à être redevables par rapport aux engagements qu'ils ont eu à prendre envers la planification familiale, en faveur de la planification familiale. Donc, j'espère qu'en finissant notre table ronde, je ressortirai avec assez d'éléments pour essayer de renforcer, aider dans ce sens-là, renforcer les capacités, s'il faut le dire, pour amener les uns et les autres à être redevables. Ok, merci bien, Grace. C'est la RDC, hein? Oui, c'est la RDC. Ok. Alors, tout à l'heure, nous avions discuté justement de la complexité des structures, des mécanismes de redevabilité. Et le grand défi, c'est effectivement comment nous pouvons avancer là-dessus et renforcer cette redevabilité vis-à-vis des engagements qui sont pris. Et tout à l'heure, on disait que les engagements étant pris parfois au niveau national. Et pour le cas, par exemple, de la RDC, où il y a plusieurs provinces avec des gouvernements provinciaux et ainsi, c'est encore plus complexe et c'est effectivement encore plus un grand défi de pouvoir voir comment, depuis les provinces jusqu'au niveau de l'État central, il y a cette redevabilité par rapport aux engagements pris, par exemple, par la RDC. Donc, nous discutons là-dessus pour partager des expériences. Malheureusement, bon, nous avons eu des soucis techniques qui font qu'on n'a pas pu certainement avoir le nombre de personnes, le maximum de personnes qu'il faudrait pour partager les expériences. Je ferai de mon mieux pour essayer de clarifier certaines choses. Mais tout à l'heure, on a parlé, par exemple, du Motion Tracker. C'est un instrument qui est mis en œuvre dans un certain nombre de pays, et plus particulièrement pour les pays francophones. Au niveau de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, nous essayons de l'introduire dans des pays pour justement avoir une démarche concertée, standardisée, pour, à partir des engagements qui sont pris par le gouvernement, voir comment nous pouvons suivre ces engagements, mais dans une démarche très inclusive, au niveau central comme au niveau décentralisé. Et de plus en plus, tout à l'heure, un des participants a parlé des initiatives prises au niveau d'une commune
pour pouvoir non seulement renforcer des services de planification familiale, mais ça concourt avec l'appui du budget communal à l'atteinte des objectifs ou de l'engagement pris par le gouvernement central dans un aspect précis de la planification familiale. Nous avons parlé également de la nécessité de partager les informations. Et ça, c'est important. Et surtout, au moment même dès le départ, au moment de l'élaboration de l'engagement, il est important que toutes les parties prenantes se retrouvent dedans et soient prises en compte, qu'ils puissent contribuer activement à l'élaboration, à la formulation des engagements. Et ça, c'est important parce qu'en même temps, nous parlons de la redevabilité partagée, mutuelle. Une fois que l'engagement, tout le monde est confortable avec un engagement qui a été pris, même si c'est sous le leadership du gouvernement, c'est plus facile à suivre après. S'il est bien défini, c'est plus facile à suivre après, toujours avec le même mécanisme. Nous allons parler rapidement d'une question, peut-être avant la fin de la discussion. C'est la question du financement. Comment est-ce que nous pouvons financer l'effort de redevabilité? Est-ce que vous avez quelques opinions là-dessus? À vous. Je peux partager une petite expérience par rapport aux efforts de redevabilité. Oui. Nous, en tant que JLT, en fait, une structure de la jeunesse, donc quand le projet a été initié par Tissier en partenariat avec la mairie de Ouagadougou, donc nous, en tant que structure de la jeunesse, on a fait un plaidoyer auprès du maire et il a promis de donner 10 millions de francs CFA pour pouvoir, qui va nous permettre de faire nos activités et pour pouvoir en fait financer toutes nos actions de plaidoyer. Donc après, après avoir qu'il a promis ça, on a en fait continué à faire les plaidoyers pour que cette somme même soit décaissée d'abord. Donc, c'est comme ça, en fait, nous, on a fait, on l'a invité, il est venu, on a fait notre plaidoyer, on a arraché les mots, il a donné son aval. Donc, actuellement, nous sommes en train de continuer de faire les plaidoyers auprès de lui pour pouvoir rentrer en possession de cette due et voilà, pour financer notre action. C'est comme ça que nous, on a procédé en tant que structure de la jeunesse. OK. D'accord, merci bien. Grace, comment vous faites par rapport au volet de financement? Par rapport aux collègues... Comment est-ce que vous pensez qu'on peut financer l'effort de la redevabilité? Parce que souvent, quand vous voyez, il y a les documents sont disponibles, les documents stratégiques, les plans stratégiques. Vous avez parlé tout de suite des plans d'action nationale budgétisés, plans d'accélération de la planification familiale. Les politiques sont là, des budgets sont élaborés, mais le financement ne suit pas pour rendre opérationnel les différentes stratégies qui ont été planifiées. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut, quelles idées vous avez pour améliorer le financement de l'effort de redevabilité? Alors, par rapport à ça, vous avez même déjà amorcé un tout petit peu la réponse en rapport avec les décaissements de fonds. Ce qui est sûr, les décaissements de fonds posent vraiment problème. Je ne sais pas si c'est le cas pour la plupart des pays africains, mais en tout cas, pour la RDC, on peut beau promettre, on peut beau allouer certains montants et peut-être même des gros montants dans certaines lignes budgétaires qui sont dédiées à la planification familiale, mais il y a quand même un grand souci de décaissement. Alors, par rapport à la redevabilité, j'étais en train de réfléchir pendant que vous posiez la question sur comment obtenir, enfin, ou plutôt, oui, comment obtenir le financement et aussi à quoi serviraient ces financements par rapport à la redevabilité.
Moi, je dirais que ces financements, le plaidoyer pourrait porter sur la communication. La communication parce que qui dit redevabilité dit partage des données, partage d'expériences, partage du vécu et rétribution par rapport à quelque chose qui a été donné, par rapport à une approche qu'on a acquis. Donc, il y a cette communication-là qui doit être renforcée. Comment elle peut être renforcée? Par la documentation, par exemple, obtenir, même si on n'obtient pas le décaissement pour le gros montant que le gouvernement a promis et tout, mais ne serait-ce que obtenir le décaissement à un montant assez raisonnable pour renforcer la documentation, par exemple, de ce qui s'est fait, renforcer le partage d'informations via, ces derniers temps, à cause de la COVID, nous vivons tous dans le monde virtuel. Donc, essayer de renforcer, voir comment renforcer le côté communicationnel par rapport à cette redevabilité. Et peut-être en amenant le plaidoyer dans cet angle-là, on pourrait obtenir facilement les fonds pour renforcer la redevabilité. OK. Merci, Grace, pour cette contribution. Autre contribution, il nous reste environ 5 minutes. Je voulais peut-être récapituler un peu en partant de cette dernière question. C'est que la question je l'ai dit au début, c'est la question de la redevabilité mutuelle. C'est une question éminemment pertinente par ces temps et elle est vraiment d'actualité. Et pour ce qui concerne le financement, je dirais aussi que par rapport la question du financement fait l'objet aussi souvent d'engagement. Et donc, il faut que le financement soit domestique. Je veux dire, la contribution, la part contributive même du gouvernement, elle est importante. Il faut un plaidoyer, un suivi pour que le gouvernement puisse investir dedans. Deuxièmement, je pense que souvent, vous avez aussi des engagements pris par les donateurs, les bailleurs de fonds ou les partenaires techniques et financiers. Et c'est important que toutes les parties travaillent ensemble, c'est ça la responsabilité partagée, la redevabilité mutuelle, pour justement apprécier ensemble les progrès accomplis par le gouvernement autour des engagements qui ont été pris, j'allais dire, de façon consensuelle. Et c'est ça qui permet aussi de faciliter du fait qu'il y a une démarche transparente, une bonne démarche inclusive de toutes les parties prenantes, ça peut lever certains problèmes liés au décaissement des fonds. Et deuxièmement, vous avez parlé du plaidoyer et de la communication. C'est quelque chose d'important. Je dirais aussi, comme chapeau, la coordination. Et cette coordination doit être inclusive pour prendre en compte toutes les parties prenantes. Il y a le gouvernement qui assure généralement le leadership, mais aussi vous avez toutes les parties prenantes, les organisations de la société civile, les leaders religieux, les communautés, les associations de jeunes et les partenaires techniques et financiers. Il faut que ces parties soient dedans parce que si l'engagement a été pris avec et ils se retrouvent dedans, c'est plus facile par la suite de faire le suivi. Mais il faut aussi un mécanisme de coordination efficace pour suivre tout ça. Il y a le rôle clé de la société civile. La société civile, j'allais dire, est un peu plus, j'allais dire, stable dans un pays donné, parce que sur des engagements pris sur 10 ans, ben, vous pouvez imaginer que les gouvernements vont changer. Et donc, même si l'administration est souvent une continuité, ça peut être le fait de changer tout le temps, peut être un facteur qui va entraver le suivi même de ces engagements. Parfois, on les perd de vue. C'est pour ça, je pense personnellement, que la société civile a un rôle de veille très important pour faire avancer les engagements, le suivi et toujours travailler aux côtés de l'État et des autres partenaires pour faire avancer cela.
Alors, voilà ce que je pouvais dire. Nous ne pourrons pas épuiser toutes les questions. Et avant qu'on puisse clôturer, je vous dirais d'écrire dans le chat, vraiment en guise d'évaluation, qu'est-ce que vous avez pu, comment vous appréciez cette table ronde, cette discussion, en des mots. Mettez les mots qui vous viennent à la tête et qui expriment le mieux votre sentiment par rapport à la session, et avant qu'on puisse clôturer. Je ne sais pas, dans l'intervalle, Sarah, si tu as des ajouts. Merci, Norbert. Pas beaucoup des ajouts. Je crois quelques éléments dont tous les participants ont parlé souvent, c'est vraiment de penser à la réadaptabilité comme un effort de partenariat. C'est aussi très important de maintenir, bien encourager ou faciliter une transparence à travers un bon suivi des engagements et la communication de chaque résultat ou bien de chaque défi. Comme ça, tous les partenaires auront l'opportunité de réagir. Et aussi, quelque chose que notre collègue Mohamed a fait sortir, c'est le besoin et l'attention à l'inclusivité de tous les partenaires dans la phase d'établir les engagements. Parce que si nous oublions quelqu'un, ça va rendre l'effort, l'engagement plus difficile. Et c'est important d'avoir tout le monde ensemble et de penser toujours au partenariat, et c'est vraiment un effort de réadaptabilité mutuelle. Comme ça, nous pouvons atteindre les engagements et nous pouvons demander de chacun, société civile, ou gouvernement ou d'autres membres de partenariat, d'être réadaptables. Okay. Donc, merci bien, Sarah. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet assez très intéressant. Et je suis sûr que si on avait davantage de temps, on pourrait encore discuter sur bien des aspects. Donc, n'oubliez pas de mettre dans la boîte de discussion là, juste votre appréciation de comment vous avez de la session. Ça permet par la suite de pouvoir retenir vos idées à ce niveau. Ensuite, la question, nous sommes à la fin de la décennie pour la planification familiale FI 2020 qui est passée en décembre passé. Et il y a de nouveaux agendas qui sont en cours pour la prochaine décennie, c'est-à-dire 2021-2030. De nouveaux engagements vont être définis par les gouvernements. Et ce qui est important, c'est de garder à l'esprit cette notion de responsabilité ou de redevabilité mutuelle, mobiliser toutes les parties prenantes pour que à l'entame même, dès le départ, c'est-à-dire au moment où nous formulons ces engagements, que vraiment toutes les parties soient prises en compte et que se retrouvent dans les engagements, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau décentralisé, au niveau subnational. Pour le cas, par exemple, jusqu'au niveau communautaire, si cela est possible, parce que c'est la mobilisation de toutes ces parties prenantes qui peuvent, chacun en ce qui la concerne, pour atteindre l'objectif et l'engagement qui aurait été pris. On a parlé des données. L'engagement est facile à suivre lorsque, au moment où on le formule, il est précis et il est facile à mesurer, à suivre. On parle d'engagement SMART. Donc, c'est important qu'à cette étape, que tout ça soit fait et par la suite, on peut disposer d'un mécanisme très inclusif et participatif au niveau des pays pour pouvoir suivre ces engagements de la façon la plus assidue possible. Et c'est ça qui va permettre de mobiliser tous les acteurs autour de cet engagement, y compris lever les contraintes, lever les défis, les obstacles qu'on peut voir à ce niveau et permettre de suivre les progrès vraiment pas à pas
vers l'atteinte de chacun des engagements qui auront été pris. Et en général, c'est une bonne dynamique qui apporte beaucoup de fruits. Donc voilà un peu le commentaire que je voulais faire. Bien entendu, sur la question, il y a pas mal de documentation qui existe et que vous pourrez également consulter sur les sites Internet FI 2020, Partenariat de Ouagadougou, d'autres sites Internet où vous pouvez HP+, beaucoup de sites Internet sur lesquels on peut avoir des informations par rapport à la question de la redevabilité et elle est de plus en plus cruciale pour nos pays et pour nos gouvernements. Je pense que nous sommes au terme de cette session. Ou bien, Sarah? On devrait arrêter à quelle Oui, heure, ils ont accordé encore 5 minutes. Donc, maintenant, j'imagine que nous allons recevoir un message disant que la session va terminer. Donc, Okay. mais si nous avons fait le point, c'est OK de s'arrêter. J'allais juste mettre quelques liens dans le chat des ressources que Norbert a mentionné. Donc, il y a FP 2020, il y a le partenariat de Ouagadougou, il y a aussi partenaire. Bon, je n'arrive pas à taper et parler à la fois. Partenaire. Bon. Et Health Policy Plus aussi. Yeah. Ouais. OK. Donc, c'est des liens très, très utiles qui peuvent être utiles pour vous lorsque vous discutez de cette question ou au moment où vous allez, au niveau de vos pays respectifs, engager des activités dans ce sens, de pouvoir vous référer à cela. Ça permet toujours d'avoir les mises à jour et les informations autour de la question de la redevabilité. Donc, merci à toutes et à tous pour votre contribution. Ça a été très, très apprécié de travailler avec vous sur cette session. Et nous gardons le contact sur la thématique. Vous avez Sarah et moi-même et vous tous, on peut toujours se parler sur ça. Oui, merci beaucoup. Merci. Ça va fermer dans 30 secondes. Oui. Donc, merci pour votre participation aujourd'hui et n'hésitez pas à nous contacter dans le futur. Ça serait intéressant. Voilà. Merci. Merci bien.